De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débat sur l'actualité. Et bien évidemment, nous allons commencer par parler de ce fameux point Covid qui s'est tenu cet après-midi en préfecture. Pas grand-chose de nouveau sur le soleil. Et sur le plateau avec moi ce soir, nous avons Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe. Bonsoir monsieur Coriolan. Bonsoir monsieur Luce. Vous êtes bien rétabli? Très bien, ça va. Tout va bien, la dague est out? Oui, il doit être assez loin là. Magnifique. Nous avons également Erika Senoage qui est consultante en ingénierie sociale. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ok. Mis à part le Covid, tout va bien? Tout va bien. Ok. Et nous avons Mario Varro, président de la CFTC. Bonsoir, monsieur Varro. Bonsoir, monsieur Luce. Bonsoir. On risque d'attaquer un petit peu du MAC. Hein. J'ai parlé de Covid principalement, mais on va parler un petit peu du MAC. Comme vous êtes là, on va en profiter un petit peu. Parce qu'apparemment, il y a une enquête. Une enquête qui est ouverte pour détournement de fonds au MAC. On y viendra. Monsieur Coriolan, on a eu le point Covid. Ça fait quand même 2 semaines qu'on ne vous a pas vraiment entendu. Pas beaucoup d'annonces. Est-ce qu'on est cohérent en ce moment, selon vous? Pas beaucoup d'annonces. Une annonce importante quand même, c'est que ça continue, pareil. Et Macron ne s'occupe pas de l'outre-mer. Alors on peut dire merci ou pas, mais manifestement il laisse encore la Guadeloupe sous tutelle de Rochat, de Nux et compagnie. Enfin un peu plus de la rectrice depuis quelque temps, puisque la rectrice avait pratiquement en vice-préfète. Et donc voilà, les choses ne changent pas. Donc il s'agira de voir dans les jours qui viennent comment nos responsables locaux vont gérer tout cela, puisque manifestement les mesures qui ont été prises, et les mesures de durcissement, hein, pour l'Hexagone ne concerne pas l'outre-mer. On n'a pas les mêmes chiffres après. On n'a pas les mêmes chiffres. Et pourquoi nous en couvre-feu? Pourquoi pas ni Pâques? Non mais je veux dire, si les choses sont compliquées... On essaie de prévenir. Si les choses... prévenir, jusqu'où on va prévenir? Non mais j'ai entendu vaguement la conférence de presse de Macron. Ça confirme ce que nous pensons depuis le début. Il s'agit de vendre du vaccin. On a bien compris que... En fait, il a annoncé une chose. Il a annoncé une chose importante, c'est qu'il allait réouvrir à partir de mai. Il fait nous comprendre que la Covid finit à partir de mai. Hein. Il a dit les boîtes de nuit, pas les boîtes de nuit, mais les restaurants, les salles de spectacle, la culture va pouvoir reprendre à partir de mai. Donc le gars aujourd'hui, là, te dit déjà que bon, à partir de mai, les choses vont commencer à revenir à la normale. Mais vaccinez-vous, ça va aider à tout ça. Ça veut dire que bon, le retour à la normale passe par une pression vaccinale énorme qui continue de s'exercer sur des populations. Donc pour vous, la sortie de crise, elle est un petit peu programmée en fait. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Aujourd'hui, les gens monteront le chercher à l'Élysée. Aujourd'hui, il y a une pression telle sur les populations, sur les citoyens, qu'il a les chiffres. Il est persuadé, même si les gens obéissent, parce que les gens sont dans le civisme. On a eu quand même des rassemblements pendant 2 jours de 4000 jeunes. Oui, non, mais à un moment, les gens font exploser un peu le trop-plein de stress, mais les gens sont relativement obéissants. Je regarde en Guadeloupe, les gens sont obéissants. Mais à un moment, il faut arrêter. Puisque les gens voient un certain nombre de choses qui sont quand même juste stupéfiantes. Parce que 6000 personnes ont fait un carnaval à Marseille, ça n'a pas tué pour le monde. Hein? Donc on se dit, le fameux virus si dangereux que ça, il n'est pas si dangereux. Voilà, donc il y a quand même des choses dans cette gestion de crise qui doivent être différentes. Je pense qu'il l'a compris, il cherche une porte de sortie et je pense qu'il l'a trouvé. Mais sauf que là, ils ont investi des milliards dans un vaccin, il faut le retour sur investissement, la pression est maximale pour faire vacciner les gens. Donc je dis aux Guadeloupéens, tenez bon, c'est pas un vaccin qui sauve les autres à rien, en plus des vaccins expérimentaux. Moi ça m'a un peu abusé aujourd'hui puisque au national ils sont en train de commencer à sortir des articles pour dire effectivement qu'il se pourrait que le vaccin ne protège pas de la contamination. Ce qui a déjà été dit à la sortie du vaccin, mais on le découvre encore aujourd'hui. Bien sûr, mais nous, on est à l'étape suivante à Sentinelle, c'est-à-dire qu'on a depuis le début, depuis début Covid, l'année dernière, en janvier, février, mars, confinement et tout, moi j'écris, on proteste, à Sentinelle, on arrête à tout. Là, on est dans l'étape d'après. Il faut juste s'organiser aujourd'hui pour que ça n'arrive plus, pour que des branquignoles comme ça ne nous représentent plus. C'est-à-dire, qui au local, qui au national, alors c'est le problème à la France, hein. Il n'y a pas de nous seulement équipés, ni changer Macron, ni faire modifier, ni quoi que ce soit, mais ici en Guadeloupe, il faut s'organiser pour qu'on ne soit
plus dans cette configuration où on se laisse mourir, on se laisse subir, on subit des choses Là, qu'on subir, c'est un n'arrive pas choix, à s'expliquer. Subir, c'est un choix, en même temps. Le choix de qui? Le choix des Guadeloupéens, par exemple. De quel Guadeloupéen? La majeure partie, visiblement. Ah, bah, quand ils ont voté pour ces messieurs, ils savent qu'ils étaient bamou comme ça. Si moun te savent qu'ils étaient bamou comme ça, ils n'ont pas forcément voté bayo. Ok? Et je pense que la population guadeloupéenne a une chose, elle est très effectivement sage, elle est très, comment on dit, civique, mais il ne faut pas pousser trop loin. Et je pense qu'elle a été poussée dans ce retranchement. Alors, elle est silencieuse, mais je pense que les prochaines élections vont, contrairement à ce que les gens pensent, montrer que les gens ont compris véritablement où se passaient les choses. Madame Zenoël, dans quel climat social on est en ce moment, selon vous? Dans quel climat social? On est en eau trouble. Voilà, très, très, très trouble. Pour revenir à la question de tout à l'heure, je ne sais pas si ça n'a jamais été vraiment cohérent pour le plus grand nombre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de s'y retrouver et de se positionner du côté de ceux qu'on voit et qu'on entend très régulièrement, peut-être même trop régulièrement, compte tenu des messages, parce que moi j'appellerais pas ça de l'information, des messages qui sont diffusés, rabâchés à destination de la population. Donc tout ce qu'on voit et qu'on entend a forcément un impact sur l'humain, et on le voit déjà dans les relations humaines, dans le comportement des uns et des autres, dans leur positionnement, dans les activités, sur l'activité de la Guadeloupe. Tout ça se traduit, tout ce contexte se traduit dans la relation humaine et les difficultés qu'on voit déjà et qu'on va continuer à avoir dans les mois à venir. Donc on devra payer effectivement les répercussions de cette distanciation physique et sociale, finalement, entre guillemets. Alors, je ne sais même pas si le réel problème, c'est la distanciation en soi. Je me questionne et j'en arrive à me dire que c'est peut-être la cause, la manière dont les choses sont présentées, puisque ça s'est présenté comme étant la seule solution, sauf que ça fait 1 an et demi que c'est la seule solution. Enfin, ça a été la seule solution. Après, on est passé au vaccin et aujourd'hui, on nous dit que c'est la seule solution, même si, comme vous le disiez au départ, quand ce vaccin a été présenté, il a quand même été dit que il n'avait pas été suffisamment testé, qu'il y a des effets secondaires et les effets pervers et tout ça. Donc, je pense plus que c'est le ras-le-bol, la lassitude de tout cela, la lassitude des conséquences de tout ce qui est mis de côté, tout ce qu'on est en train de perdre, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est perdu est bien perdu. Il va être difficile, à mon avis, de revenir et de retrouver tout ce qu'on a mis de côté depuis maintenant 1 an et demi. Comme la bise? Par exemple. La bise qui était très ancrée justement dans nos habitudes, surtout les habitudes à la française. Et là, ça n'existe plus et ça risque de ne pas réapparaître. La bise, la poignée de main, une accolade, ou tout simplement le fait de passer du temps ensemble. Parce que ce qu'on appelle la distanciation sociale, initialement, elle ne devait être qu'une distanciation physique. Donc vous et moi, nous sommes en distanciation physique, mais ça ne nous empêche pas de passer du temps ensemble. Or, beaucoup d'esprits ont intégré le fait que, non, il ne faut pas qu'on se voie, faut pas qu'on se touche, ok? Faut pas qu'on se voie non plus. Sauf que l'être humain a besoin de contact. Oui. Et là, je ne parle pas d'affection, d'intimité. On a besoin d'être en relation avec l'autre. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir, va avoir sur les personnes qui sont vraiment isolées. Est-ce qu'il y a des travaux autour de ça ou bien on attend et puis on va faire que constater quand on aura des pics de dépression, là on aura des vagues de dépression et qu'on sort? Alors, il y a quand même des initiatives guidées, mais quand même des initiatives pour tenter de pallier. On n'est pas dans la prévention. On a très peu de chiffres aujourd'hui qui vont identifier tel public à risque et proposer des solutions. Non, là, on est préoccupé par le contexte, ce qui se passe et ce qu'il faut absolument faire. Donc, c'est amener le maximum de personnes à se faire vacciner. Mais après, les conséquences... alors, on parle un petit peu des conséquences économiques, mais les conséquences sociales et humaines, non, ça, on n'en parle pas encore. Pas suffisamment.
On attendra la sortie de crise, vous pensez? Et en D'ici sortie là, de crise, on se posera pour se dire... non, je pense que d'ici là, on sera encore préoccupé par autre chose. Donc ça passera sous silence. Et ce sont les petites mains qui vont devoir œuvrer pour ramasser, recoller, essayer de consolider ce qui aurait été fracassé au cours de ces années. C'est un peu ce qui est en cours en ce moment. Quoi C'est ce que d'autre? vous voyez sur le terrain. Alors on n'est pas encore en train de consolider, hein. On est en train d'essayer de limiter la casse. D'accord. Mais si le professionnel et l'usager sont dans la même difficulté, c'est compliqué. C'est C'est vrai pas qu'on parce que- on est dans une situation, en fait, tout le monde est stressé, tout le monde... Nous sommes professionnels, mais nous sommes aussi citoyens. Donc nous vivons les mêmes choses que nos usagers, nos bénéficiaires. Nous recevons les mêmes messages, nous vivons dans le même monde. Donc nous ne sommes pas pour autant immunisés face à tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Effectivement. Monsieur Varro, satisfait des annonces d'aujourd'hui? La tranquillité pour la Guadeloupe? La Ben, tranquillité. Vous savez, On refait. étant donné que pour moi, c'est très simple, hein, les Guadeloupéens, ce sont des gens qui sont disciplinés. Donc, bon, ben. Est-ce qu'ils ne heureusement- sont pas trop disciplinés? Selon M. Corulin, justement. Comme disait M. Corulin. Est-ce qu'on n'est pas trop discipliné ici? Alors, chaque personne a sa définition. Pour moi, je vais prendre l'exemple de. Je vais prendre mon exemple. Je sais que je dois me protéger, je dois protéger ma fille, je dois protéger ma famille, je dois protéger les personnes que je suis en contact avec. Donc pour moi, je ne dirais pas que c'est une mesure qui nous empêche de vivre. C'est un moment difficile qu'on a à passer, il faut le passer, et tout en sachant que personne ne savait que la Covid allait arriver. Tout le monde ne maîtrise pas la Covid. Donc, pour moi, je ne dirais pas que M. Coriolan n'a pas raison. Je ne suis pas là pour juger. Mais votre de son sentiment sur la gestion de crise, est-ce qu'on n'a pas trop demandé aux Français et aux Guadeloupéens? Est-ce qu'on n'en demande pas encore trop aux Guadeloupéens en ce moment, alors qu'on a des chiffres qui sont très bas relativement par rapport effectivement à la situation en France hexagonale? Est-ce qu'on n'accepte pas trop? En finalité, ça équivaudrait à peu près à ça. Non, je ne dirais pas qu'on accepte dans la mesure que, comme je dis, on n'a pas la maîtrise de ce virus. Et personne n'a le contrôle. Ça aurait été un gouvernement de gauche, ça aurait été un gouvernement de droite, ça aurait été un La gestion gouvernement peut être de différente en fonction des hommes. La gestion diffère. Non, pas vous du pensez tout, pas? pas du tout, parce que personne ne connaît ce virus. Si on avait la maîtrise de ce virus, on aurait pu dire. Mais vous savez, la critique est facile, l'art est difficile. Donc, j'entends tout ce qu'on dit. C'est vrai, mais après, je pense qu'il faudrait faire le bilan et à partir de là, savoir comment faire pour les prochaines fois. Je pense que pour moi, c'est une décision qui est beaucoup plus sage. Savoir comment faire pour les prochaines fois, en espérant qu'on ait tiré les leçons ce coup-ci. Alors, qu'est-ce que M. Coriolan fait selon vous, M. Marc? On dit que c'est un inconscient justement parce qu'il dédramatise un peu la situation, peut-être qu'il prend les choses un peu avec légèreté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas à juger M. Coriolan. Allez-y, il n'est pas méchant. Hein. M. Coriolan, Il est très gentil. j'ai déjà eu à discuter avec lui, donc c'est pas la première fois que je le rencontre. Donc voilà, on peut ne pas être d'accord sur des sujets, on peut être d'accord sur des points, chaque personne a sa vision, mais je n'ai pas à critiquer ou à juger de sa manière de faire, du tout pas. Oui, non, mais j'entends, et c'est vrai, Mario Varro, nous avons déjà échangé sur d'autres sujets. Le but, on ne cherche pas à ni critiquer des positions comme celle-là, hein, qui existent et qu'on doit respecter. Il y a vraiment une chose, alors c'est pas le cas de Mario Varro particulièrement, et quand je disais en début d'émission qu'il y a vraiment une peur qui s'est installée dans la population européenne, elle est réelle, elle est là. Dû au fait qu'on ne connaît pas, effectivement, on a joué sur le fait qu'on ne connaissait pas le virus et tout. C'était réel, mais beaucoup en ont joué, c'est ce que nous expliquons aussi. Alors, sur le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement, je ne suis pas si sûr que ça, parce que certains pays qui sont dans des conditions, hein, des îles ont réagi différemment, ont fermé. Je prends le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui a fermé ses frontières, qui a géré, parce que bon, ce n'est pas le même système de santé,
qui n'a pas de Covid. Je dis, bon, sur un an de Covid, je crois qu'il y a environ une cinquantaine, il n'y a pas de morts. Je crois qu'il y a une centaine, si je ne me trompe pas, de cas répertoriés. Ils ont fermé les frontières, parce que c'est un virus, donc il faut qu'il rentre. Donc il y avait plusieurs façons de le faire. En Guadeloupe, on aurait pu, parce qu'on sait aussi, sans être scientifique, hein, encore une fois, les gens me reprochent de tenir des langages à la limite, mais je ne rentre pas sur le terrain scientifique. Pour cette partie, il suffit de lire. Sur la critique sur le fait qu'on ne soit pas des scientifiques, enfin globalement, tout le monde a sorti cette excuse-là. Ben, j'ai vu circuler sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu, Bill Gates non plus, il n'est pas médecin, mais pourtant c'est lui qui, effectivement qui programme un peu non, mais la santé au niveau mondial. Je n'irai même pas sous le niveau d'expertise médicale de Bill Gates. mais visiblement, c'est lui. Mais il se permet n'importe quoi. Non, mais il suffit de lire. Je veux dire, bon, c'est un virus, c'est un coronavirus comme il y en a d'autres qui circulent, comme on en a chaque année d'ailleurs. Un coronavirus, c'est connu depuis des années. C'est niveau, je sais pas, 3e ou biologie seconde. Donc, c'est un coronavirus. Ça veut dire qu'en pays tropical, là où il fait chaud, ou là où il y a une humidité ou pas, il peut comporter de manière différente. Ça, c'est basique, c'est pas, personne ne l'a inventé, c'est comme ça. Donc, il aurait fallu au moins faire preuve d'un peu d'astuce et se dire, oh, mais ça a fait nous là, ça a tué le pays là, parce qu'il tuait là. Là, Erika parlait de l'après, mais quand on va se réveiller réellement et regarder l'état de la Guadeloupe, je ne parle pas de l'Hexagone, la Guadeloupe va être en petits morceaux. Il fallait que les responsables politiques, tenant compte de ça, qui est de la culture générale, hein, pas au niveau scientifique là, mais culture générale. Si vous pas un minimum de culture générale là, ça, vous pouvez laisser mandat là. Ok? Et là, vous avez un minimum de culture générale. Les coronavirus, vous pouvez mettre monde cisé, vous pouvez mettre préfet cisé, vous pouvez mettre la RS cisé, vous pouvez dire attendre. Connaissance à moi apprendre l'école, hein, jusqu'en seconde ou en première ou en terminale en biologie, on a regardé qui le coronavirus a comporté ici. Parce qu'on a 300 000 personnes, on a 40% de chômage en moyenne, on ne peut pas me demander de jouer quand on va jouer en France. Et c'est ça. C'est ça, nous a dit depuis un an. Hein. Et ça, je dis, bon, c'est la peur, tout. En nous cisé, en nous parler. Alors la France qui dit, ouais, mais bon, on ne peut pas prendre des décisions. Bien que maintenant, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va prendre des décisions territorialisées. Et chaque on l'a bien compris avec chaque monde géré bien les autres. Là, parce qu'il ne veut pas être responsable du supplément de dégâts qu'il va avoir. Donc aujourd'hui, c'est là où l'intérêt citoyen arrive. Et les Guadeloupéens ont encore cette chance de faire valoir nos spécificités et de dire qu'on n'a aucune raison de laisser mourir comme ça notre pays pour un virus qui, et c'est encore les chiffres, pas moyen inventé, qui fait 0,03% de morts sur l'ensemble d'une population. Donc c'est pas le virus du siècle, le truc dangereux. Hein. Ça calcule moins ce qui cancer, calcule moins ce qui sida, calcule moins ce qui n'ont pas de bitin. Donc il faut ramener un moment, il faut que la raison puisse exister. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est surtout ça. Hein. Après, on comprend les discours de responsabilité, de peur, parce que les gens qui sont en responsabilité, moi j'ai eu un certain nombre de maires qui, effectivement, ne connaissant pas le virus, comme ils disent, ils sont responsables de la santé des administrés, prennent des décisions des fois exagérées, mais c'est pas ça qu'il faut. Ayez un peu d'audace. S'ils aient réfléchi, hein, tous les autres dans le comité scientifique, ni d'autres médecins ici, alors il y avait une chape de plomb qui existait manifestement, mais qui commence. On ne peut pas trop parler en même temps. Mais je pense que les gens commencent à parler aujourd'hui, un peu tard. De plus en plus. Donc c'est surtout ça qu'on demandait. C'était pas de dire que ça n'existe pas, mettez les autres cacouri, tousser en figuier à monde. C'est pas ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on aurait pu. On prend l'exemple. En décembre, on a eu 40 000 touristes en Guadeloupe. Les qui ont quitté la Guadeloupe en janvier. La préfecture et l'ARS se sont assurés de faire un point média pour dire qu'il n'y a eu aucun regain d'épidémie dû aux 40 000 touristes. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 personnes dans les plages sans distanciation, sans masque, et il n'y a pas fait bon épidémie ou abondi. Donc ça veut dire que ce n'est pas si dangereux que ça. Après, la peur est chez les gens. Donc chacun, comme Mario Varro. Il faut demander, est-ce que vous avez peur, M. Varro? Est-ce que vous avez peur? Non, mais il a parlé de ses enfants qu'il a protégés, sa famille, ses proches. Oui, oui. Donc il y a cette peur qui existe. Moi, je la vois dans ma famille, enfin des proches, pas ma famille immédiate, parce que j'ai, moi, réussi à renverser la peur. Mais j'ai des parents un peu plus éloignés qui sont prêts à aller prendre le vaccin et tout. La peur est là. Et donc il faut respecter la peur des gens, et nous la respectons.
Mais nous disons qu'aujourd'hui, il faut parler, dire la vérité de ce que c'est vraiment et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et pour ça, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour que ça n'arrive plus, pour que une gestion aussi légère, il faut le dire. On dit qu'on ne sait jamais, dans la mesure où on ne connaît pas le virus, on ne pouvait pas faire autrement. Non, depuis le temps, là, je vois, pas la Norvège, il y a un pays d'Europe là qui a décidé de vivre avec son virus. Bogassé Ogazi Yoka a ouvert tout le commerce. Le Texas a ouvert tous ses commerces, ses boîtes de nuit et tout, parce que pendant combien de temps on va rester comme ça privé de liberté? Visiblement jusqu'à mi-mai. A priori. Ou Macron, parce qu'il là maintenant il a mis un calendrier. Mais bon, les paroles de Macron n'engagent que ceux qui y croient. Bon, certains disent que bon, ça va être pour les régionales, s'ils maintiennent les régionales, et après, bon, il faudra voir. Non, mais moi, à la limite, ça ne m'intéresse même pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment s'occuper de la Guadeloupe. Savoir qu'est-ce que nous allons faire. Parce que manifestement, ces décisions-là ont été prises pour la France, et pour la France hexagonale. Et en Guadeloupe, il va falloir savoir comment on va se décider à agir localement pour limiter la casse. Mais déjà, comment on sort de la peur? Comment on peut sortir de... Parce qu'on est quand même dedans depuis 1 an maintenant. Comment on en sort? Alors au départ, on n'y était pas. Hein. Il y avait un doute, un doute relatif par rapport à la situation, une anxiété. Et ensuite, cette peur s'est installée puisqu'on nous a dit et redit que si la situation se dégradait, c'était de la faute de chaque citoyen. Donc pour le coup, là, tout le monde, enfin tout le monde, une majorité qui peut-être n'est qu'une minorité visible, hein, mais finalement une majorité a intégré le fait que si je fais ça, ben, ça va engendrer telle situation, si je fais pas ça, ça va engendrer telle situation. Comment on sort de la peur? Ça voudrait dire que chacun accepte de prendre un peu de distance par rapport à tous ces messages qui sont véhiculés aujourd'hui. Que les uns et les autres arrivent à se questionner sur le sens de notre quotidien là. On se pose, on se questionne sur où on en est et où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut continuer à vivre éternellement avec un masque sur le visage? Est-ce qu'on veut continuer à se dire mais je ne peux pas aller voir mes grands-parents, je ne peux pas aller voir mes oncles et tantes, je ne peux pas passer du temps avec mes cousins et mes cousines parce que on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Est-ce que c'est vraiment de cette vie-là qu'on a envie? Est-ce qu'on veut continuer à enterrer nos morts, à brader l'enterrement et le deuil de nos défunts? Est-ce que c'est vraiment de cette société-là qu'on a rêvé et est-ce que c'est vraiment dans cet environnement-là qu'on veut continuer à évoluer? Mais ça veut dire que chacun est prêt à faire ce cheminement, à se questionner et à se dire, ben non, là ça va plus, là ça va trop loin. Ça veut dire que tous les jours, il faut que j'écoute la radio pour savoir est-ce que je peux aller faire mes courses, est-ce que je peux partir en vacances. Mais les gens vivent comme ça depuis 1 an, où chaque semaine, on a des points qui sont faits, on a des mesures, contre-mesures, on peut faire ci, on peut faire ça. On en est à ce que certains nombres, excuse-moi Erika, un certain nombre de philosophes commencent, depuis le début, expliquent où on est aujourd'hui dans une ère où la santé a pris le dessus au-dessus de tout. C'est-à-dire, au nom de la santé, on est prêt à tout sacrifier. D'une soi-disant santé, puisque bon, en fait, on prend la voiture tous les matins, on peut mourir d'un accident ou d'autre chose. Et là, au nom de la santé, on sacrifie toutes nos libertés, on sacrifie les libertés fondamentales, on est prêt, on est devenu fou. On est prêt à ne pas vivre pour... Attendez, monsieur, est-ce qu'on est fou? On est prêt à ne pas vivre en ayant peur de mourir, en fait. Alors que de toute façon, c'est une forme de folie. C'est symptomatique de quelque chose. Je ne sais pas si c'est de la folie, mais en tout cas symptomatique de quelque chose. Oui. Et ce serait les symptômes de quoi? De quel genre de maladie ça? Faudrait qu'on invite un médecin pour lui poser la question. Encore faut-il qu'il accepte de le dire là. Mais alors attention, parce qu'on me prête souvent des propos assez rapides. Je n'ai pas dit que les gens sont fous. C'est une gestion folle. C'est une gestion qui oui, pratiquement... Je suis sûr que Varro va me rejoindre. Quand il entend ces arguments-là, de dire on peut avoir tout le sens de la responsabilité, ne pas comprendre le virus et tout. Quand on regarde comment c'est géré, on se dit... Il y a quand même un truc, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Et pour avoir déjà discuté avec lui... Certaines personnes remettent en question. C'est quelqu'un qui a quand même une
consistance intellectuelle et qui est bâti intellectuellement et qui est capable. Alors après, il vit comme beaucoup d'autres Guadeloupéens qui se disent bon, il faut que la vie continue. C'est comme ça qu'on nous propose de la continuer. Alors faisons en sorte de la continuer comme ça. Mais quand on s'arrête 2 minutes et qu'on commence à réfléchir comment les choses sont faites, on peut, et c'est notre cas, nous à Sentinelle et beaucoup de Guadeloupéens, on a du mal à. Ça vous passe mal? Oui, enfin, ça passe mal. On est déjà dans l'après, là. On est déjà dans l'après. Je vous expliquerai tout à l'heure. Non, mais il faudrait y penser. Non, il faudrait y penser, dans tous les cas. Ça s'annonce laborieux. Pour qui? Pour tout le monde. Surtout ceux qui ne sont pas prêts. Parce que là, vous parlez du mois de mai, mais rien ne dit qu'au mois de mai, c'est bon, Effectivement. tout est fini, on remballe et on repart. Hein. Il se peut qu'il y ait un 4e confinement, une 4e vague. Tout est possible. Tout est possible. Donc ça fait 1 an que des choses peu probables arrivent. Oui. Ah ouais. Ok. C'est terrible. Et jusqu'où vous pensez qu'on peut accepter, que l'être humain peut accepter? C'est très relatif, ça dépend vraiment de chacun, ou on pourra sentir effectivement quand on franchit une ligne. Alors, je redis quand même que aujourd'hui, il y a quand même une minorité visible, mais tout le monde n'accepte pas. C'est vrai que ça reste à la marge, ça reste dans l'espace personnel, mais tout le monde n'accepte pas. On trouve des moyens de pallier et de continuer à vivre, à fonctionner avec... alors, bien sûr, si on avait l'habitude de recevoir 50 personnes tous les week-ends, il n'y en aura peut-être pas 50, mais il y en aura quand même. Parce que certains ont bien compris que là, ça n'a plus de sens, ça n'est pas logique et on ne peut pas vivre comme ça. Et donc, jusqu'à quel niveau ça me ramène aux conséquences qu'on va avoir. C'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà un petit peu isolées et qui vont se retrouver encore plus isolées, ce sont des personnes dont l'état général va se dégrader. Toutes les personnes qui sont enfermées dans les EHPAD, bien sûr, dans un second temps, on leur a proposé des visios. Mais une visio, c'est pas un contact en chair. Mais que la personne vienne et qu'elle reste à distance, je pense que c'est quand même... Ça apporte quelque chose de plus que juste simplement un écran. En plus, avec le réseau qu'on a, une fois sur deux, ça coupe, où on n'entend pas très bien, on ne comprend pas, on n'a pas les émotions. Enfin, il y a un tas de choses qui ne passent pas dans ce fonctionnement. Donc... Mais pour des personnes en fin de vie, on parlait assez proche en visio, c'est pas... Mais même quand on n'est pas en fin de vie, c'est une technologie qui est intéressante pour certains cadres, mais après, ce lien social qui nous constitue, ça ne suffit pas. Donc en fait, les conséquences, ça va être ça. Et c'est pas, ce ne sera pas forcément un jour où on va observer une rébellion, la révolution. Alors, quoique, on pourrait en arriver à là? Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Commencer par de la les contestation. salles de sport sont fermées, le cinéma est fermé. Alors, je ne sais pas, tous les week-ends, du mardi au dimanche, il y avait des soirées en Guadeloupe. C'est vrai. Même du lundi au lundi, je crois. On est arrivé au 7. Il y a eu des périodes, oui, c'était du lundi au lundi. Et on est passé de tout ça à rien. À rien. On est un peuple qui vit à l'extérieur. Les gens n'ont jamais eu pour habitude d'aller au travail et de rentrer chez eux directement. Même si c'était pour rester à la boutique et discuter avec les voisins, avec les copains, l'heure passe, 23h, 1h du matin, on est là, mais on est ensemble. Aujourd'hui, on vous dit que si vous ne rentrez pas chez vous avant 22h, alors on avait une petite marge, et puis après on est revenu sur cette marge, vous êtes verbalisable. Donc en fait, petit à petit, les gens ont été bridés. Donc cette révolution, c'est pas forcément la masse, hein. C'est-à-dire qu'on peut observer au fur et à mesure des actes individuels. Et puis après, oui, pourquoi pas un jour, où cette partie-là de l'impact sur la santé des gens. C'est-à-dire que c'est pas le coronavirus qui va tuer, mais ce sont toutes les conséquences. Ce qu'on appelle les comorbidités. N'est-ce pas, ces fameuses comorbidités dont on parle uniquement lors de décès, pour dire toutes les personnes décédées avaient des comorbidités, mais on oublie effectivement qu'on est en train d'en engendrer énormément avec la gestion en place. Monsieur Goriolan, je sais que vous êtes très remonté contre les politiques guadeloupéens. Vous avez décidé de faire 100
Sans Vous passez de vous passer de leur avis? de leur avis, la Guadeloupe s'en passe depuis un an. Je ne vois pas tellement quel avis ils émettent, à part valider les décisions préfectorales, faire des semblants de réunions, mais qui, en fait, font tourner en rond. Il n'y a pas... Alors, est-ce que moi, j'ai décidé de faire sans? Non, on ne peut pas faire sans. Attention, je suis très sévère avec eux. Je ne suis pas le révolutionnaire qui est en train de dire allez. Ah bah les institutions. Voilà. Et quand je les tense, quand je les interpelle, c'est surtout pour leur dire, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et voilà. Et manifestement, ils ne remplissent pas ce rôle, et depuis longtemps. Mais c'est pas seulement aujourd'hui. Là, le Covid a mis en lumière ce comportement-là. Mais ça fait très longtemps qu'on a une classe politique qui s'est assise sur ses lauriers. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu, dans l'histoire politique de la Guadeloupe, des gens qui ont essayé de faire des choses et qui ont montré les limites qu'ils pouvaient rencontrer. Là, ce n'est pas une question de limites, c'est ceux qui se sont assis dans un confort. Mario Varro peut-être viendra dessus, mais sur la partie commune, on voit ce qui se passe. Ce sont des gens qui se sont installés dans un mode de fonctionnement depuis une cinquantaine d'années. M. Varro les appelle les agoulous Granfal. Chacun peut avoir un terme pour les qualifier. Et en fait, aujourd'hui, donc la crise financière, la crise sanitaire a révélé encore un peu plus cette espèce de recul, de laisser faire, et de personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est le moment des élections pour se faire élire et élire en parti politique. Et c'est pour ça que nous disons que c'est le citoyen aujourd'hui qui doit prendre la destinée du pays en main. Parce que ces espèces d'organisations, de jeux entre partis qui depuis des années n'ont fait qu'une chose, c'est faire reculer la Guadeloupe. Ces gens-là, en petite combine, en petite peau de banane qu'ils se font les uns les autres à la veille des élections, eh bien, ça prospère comme ça depuis des années. Et une fois qu'ils sont réélus, ils se réassoient, ils boivent leur champagne, ils boivent leur whisky, ils continuent. Est-ce qu'on est en plein là-dedans en ce moment? On est en plein dedans. Je sais, ils ne seront pas contents, ils n'aiment pas quand je le dis, mais on est en plein dedans. Parce que, excusez-moi, lorsque le préfet vous réunit, préfet, ARS, rectorat, réunit des parlementaires guadeloupéens, des présidents de PCI, et qu'on n'arrive pas à arracher une décision, on n'arrive pas à arracher un point de vue guadeloupéen à ces gens-là qui sont des fonctionnaires d'État, des services déconcentrés, c'est qu'on n'est pas en mesure on ne représente pas convenablement le pays. Parce que ce qui remonte du terrain, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Il y a un problème de masques, par exemple, dans les écoles. La rectrice s'amuse à dire qu'il y a 28 enfants sur l'ensemble de la Guadeloupe qui ne portent pas de masque. Il y a un problème. Des gens se sont élevés. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Il y a eu visio, il y a eu multiples rencontres de la rectrice qui reste campée sur ses positions. Et elle est en face de qui? Elle est en face des gens, de personnes qui sont sénateurs, qui sont députés, qui sont présidents de PCI, de maires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la représentation politique n'est pas en mesure de représenter les attentes des Guadeloupéens. Ne serait-ce que, je ne dis même pas aller dans le sens des parents, il n'y a même pas un politique aujourd'hui pour expliquer le bien fondé de la mesure. À la décharge des politiques, il n'y a pas que les politiques qui ne peuvent pas expliquer. Non, même dans le milieu de la santé, les explications ne sont pas encore... Les explications ne sont pas bonnes, mais mandonné ce qu'a fait Lili pour Gaga, parce qu'en tant que médecin, elle explique, elle va piocher les études scientifiques bidonnées, elle sort des choses. Aujourd'hui, nos Guadeloupéens, je rappelle encore une fois l'important, ils sont Guadeloupéens, ok, n'arrivent pas à faire valoir l'intérêt de la Guadeloupe, à dire à l'ARS que bon... ils nous sortent les chiffres de l'ARS. Or, aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a des gens qui protestent. Il ne suffit pas de ressortir les chiffres de l'ARS. L'ARS est contestée dans l'ensemble de la France. On est toujours dans la aujourd'hui. même configuration. La France a dit que faites. Ben oui, mais c'est ce qu'il faut arrêter. Ça ne peut plus continuer. Et je pense que les citoyens guadeloupéens sont arrivés à un point aujourd'hui où ils ont très bien compris que eh bien, ces gens-là ne les représentent pas. D'accord ? Ils ont été élus, certes, réélus,
mais il faut mettre un terme à cela. Et c'est pour ça que Sentinelle, nous, on a beaucoup protesté. J'ai protesté pour beaucoup de choses, par exemple. J'ai commencé avec les radars, mais c'était déjà le même problème. Ce sont des élus qui ne sont pas devant leurs responsabilités. Et se cacher... Vous avez démontré que pour que les radars soient installés, il fallait l'aval. Oui, mais bien sûr, et se cacher derrière une soi-disant sécurité routière, c'est pas un problème de sécurité routière. Le problème de la sécurité routière, il y a un vrai problème de sécurité routière en Guadeloupe, c'est vrai. OK ? Mais mettre 100 radars sur un territoire comme la Guadeloupe, c'est de la folie. Et il n'y a pas un élu qui s'est élevé. Il y en a un ou deux qui ont essayé au début et puis ils se sont tus. Quand la flamme, quand la ferveur populaire s'est amendrie, ils se sont calmés. Mais c'est les pétitions, c'est les protestations citoyennes qui ont fait qu'on est passé de 100 à 68. Bon, ils ont dit quoi? Ils ont validé. Ils ont validé. Les masques, c'est pareil. La gestion crise, la gestion Covid en Guadeloupe, pas un élu ne s'est assis en face des services déconcentrés de l'État pour faire valoir le point de vue de la Guadeloupe. Et donc, ce sont des points sur lesquels, comme ça, on a rebondi, mais qui reflètent un climat général. L'eau, c'est la même chose. La situation dans les mairies, c'est la même. Ce sont des gens qui, pendant des années, ont embauché. Alors, ils répondaient à une urgence sociale, certes. Il y a des gens qui cherchaient du travail. Il fallait aider une population désœuvrée et tout, enfin, qui est en situation sociale précaire et il fallait créer des emplois. Ils ont répondu à une urgence sociale. Mais pendant des années, ces gens-là ont utilisé le personnel communal comme, j'allais pas dire de la chair à canon, mais de la chair à voter. Ils ont utilisé, ils en ont fait ce qu'ils appellent des bases électorales, des machines électorales pour leur réélection. Et qu'ils assument aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé ces gens-là à un moment, parce qu'ils en ont eu besoin à la veille des élections pour se faire élire, réélire et tout cela. Mais là, on a pour faire ça. Occuper des situations jusqu'à qu'il passe à la retraite. Parce qu'on a besoin de jouer à vote là, mais je là, au point il y a l'âge. Et quand il rentre à la retraite, les 400 €, ça n'a pas intéressant encore parce qu'il a déjà voté, vous avez élu. Et c'est ça. Et c'est dans tout. Et si on prend chacun des problèmes de la Guadeloupe, on trouvera un manquement. Un manquement de notre personnel politique, on peut le dire comme ça. Et c'est pas. Je le dis, il y a des élus qui sont sincères. Il y en a. Mais ce mode, nous avons identifié une chose, ce mode de fonctionnement en parti, en caste, est très dangereux. Parce qu'en réalité, ces gens-là s'organisent pour occuper le pouvoir dans tous les compartiments du pays et s'organisent pour se faire réélire en permanence. Et c'est ce qu'il faut casser aujourd'hui. Il faut que les citoyens... C'est un peu le système à la française. Parce que pour chaque élection, si on regarde bien, même au national, on a toujours deux partis principaux, donc gauche-droite, et on a le troisième parti, le FN, qui vient pour conforter l'un ou l'autre parti. Mais c'est toujours voté pour... on n'a pas d'écolo, par exemple, le président de la République en France. On n'a pas... oui, mais on n'est pas... spéciaux. Je dis qu'on n'est pas en France. La France a fait sa révolution en 1789. Et chaque fois que je parle de politique, j'aime toujours revenir sur ce point-là. On a un pays qui... pas les décapitations. On est dans un pays qui est à bâtir, qui est à construire. Tout est à faire ici. En quoi beaucoup de gens croient à tort que la Guadeloupe est un pays qui a réussi, qui évolue. Non, tout est à bâtir. Il n'y a qu'à voir les discussions qu'il y a tous les jours, les conflits sociaux qui existent. Tout est à bâtir. Nous avons le niveau social, le niveau sociétal, le niveau économique. Il y a un chantier énorme ici. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire la politique comme on l'a fait en France. Et c'est une erreur qu'ils ont fait pendant 50 ans. Et ça, c'est ce que nous proposons. Quand Sentinelle, qui est un organe citoyen à la base, dit que nous allons rester dans cet esprit citoyen, mais nous allons investir le champ politique, c'est parce que nous avons mis le doigt sur cela. Est-ce qu'on a une annonce de candidature de M. Coriolan? Non, nous consultons des gens. Alors, il y a des gens qui sont avec Raymond Otto, Erika Sénoage, des gens travaillent sur un projet. Nous l'avons dit depuis le début. Nous sommes en train de boucler un projet. Au renouvellement de la classe politique. Nous rencontrons du monde. Ce n'est pas un renouvellement, nous ne voulons pas les remplacer. Ce n'est pas un renouvellement au sens politique du terme, parce que Sentinelle Guadeloupe ne sera jamais un parti politique, ça on a dit. Nous n'avons pas vocation à aller occuper ni les mairies, ni faire carrière dans la politique. Aujourd'hui, il faut un souffle. Et le souffle, on peut le faire aujourd'hui dans les 2 élections qui viennent. Pas seulement faire en liste, en coup-liste, monter 6 listes pour aller régionales. Il faut, si nous arrivons à aller au bout de notre démarche, que nous ayons des candidats dans tous les cantons et au régional également. Parce que c'est les 2 instances qu'il faut que les citoyens investissent. Nous gardons les maires toujours. Peut-être qu'ils vont changer si les assemblées sont occupées par les citoyens. Alors, vous savez qu'on vous attendra au tournant.
Dans tous les cas. Ben, les citoyens sont avec nous. Nous nous attendons au tournant, Oui, puisque mais on dit souvent, c'est pas un parti une politique. fois Non, une fois lancé en politique, on change. Éric Coriolan n'est pas important dans l'histoire. J'ai initié ce mouvement, je l'impulse, je l'anime, je suis le porte-parole, mais c'est un mouvement aujourd'hui avec les gens qui viennent et qui nous rencontrent. C'est vraiment un mouvement profond, c'est une lame de fond citoyenne qui a lieu. Et chaque Guadeloupéen qui est conscient de ce que nous disons, de ce que moi je dis à Sentinelle, d'autres personnes écrivent, de tous les points que nous mettons en exergue, même s'il faut apporter quelques arrangements, quelques modifications sur les bords, toutes les personnes qui sont conscientes de ça doivent comprendre que ça ne peut changer qu'en agissant sur le politique. Et une fois qu'elles ont compris ça, elles nous rejoignent. Et je vous assure, il y a un nombre inimaginable de personnes aujourd'hui qui rejoignent cette démarche et nous allons la présenter à la Guadeloupe le moment opportun. Mais ça n'a pas échappé à certains de nos politiques, ne vous en faites pas. Ça va être sympa en tout cas les élections. Monsieur Varou, justement, il y a beaucoup de dossiers qui sont en train d'éclore en ce moment. On a cette fameuse affaire du MACT, on avait le Taxigate. Là effectivement on voit qu'il y a une commission d'enquête ouverte donc, pour détournement de fonds. Est-ce là le vrai problème au MACT ? Parce qu'on nous a parlé de problèmes de gestion, Madame Laurella Rinson aurait été attaquée sur ces problèmes de gestion. D'autres disent qu'elle aurait été attaquée finalement pour avoir dénoncé cet égarement de 420 000 euros qui ne sont toujours pas revenus dans les caisses du MACT. Dites-nous en plus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai rien contre cette dame parce que je ne la connais pas. Par contre, sous sa manière de gérer ou d'abuser des deniers publics, ça me pose un problème. Donc elle abusait également des deniers publics ? Oui, tout à fait. Ça, je peux le confirmer et le démontrer par A plus B. Mais où le problème il est beaucoup plus grave, c'est que depuis tantôt, les salariés du Memorial Act ont attiré la sonnette d'alarme, plus précisément le 12 juin 2020. Personne ne les a écoutés. Il y a même eu un courrier qui a été envoyé par le CSE pour alerter sur les conditions des salariés du Memorial Act. Pire, le 9 octobre 2020, nous avons rencontré cette dame où nous avons posé un certain nombre de problèmes sur les conditions de travail. Mais parallèlement, le président, M. Bridan, était là. Et on a pensé que lors de cette réunion-là, qu'il y aurait eu un sursaut de cette dame et aussi du président. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que ça s'est enfoncé encore plus. Donc, elle s'est enfoncée dans le mutisme, dans le mépris, dans justement, ça a accéléré au niveau des personnes qui sont récalcitrantes. Visiblement, elle a qualifié comme ça. La mise au placard, des conditions de travail qui étaient vraiment inacceptables. Et pour couronner le tout, le dernier fait d'armes, c'est le licenciement du directeur technique. Et là, je vous assure que on peut se poser des questions parce que notamment que la région a été alertée à plusieurs reprises. Notamment moi, j'ai initié des contacts avec la région pour qu'on puisse se rencontrer sur cette problématique. In fine, lorsqu'on a pensé que le problème allait être réglé, qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté que c'était des mesures encore qui étaient beaucoup plus strictes. Pour couronner le tout, les salariés ont exercé leur droit de retrait le 4 mars parce que justement, il n'y a pas de protocole sanitaire qui a été initié, absence de conditions de travail, vous avez des déménagements qui se font. Il y a eu, depuis la venue de cette dame, il y a eu 60 déménagements, mais 60 déménagements de bureaux, hein. C'est-à-dire que le personnel, dès qu'elle n'aime pas votre tête, elle vous déplace. Et donc, à un moment donné, les salariés se sont retrouvés à 13 dans un bureau qui fait à peu près, allez, grosso modo, il faut compter à peu près 40 mètres carrés. 40 mètres carrés et on est dans une période quand même assez critique où il y a un problème de santé publique et malheureusement, elle n'a pas fait ce qu'il fallait.
Parallèlement, les salariés l'ont alerté à plusieurs reprises sur leurs conditions de travail, notamment pendant que les salariés étaient en poste, étant au travail, en poste de travail, elles faisaient des travaux de peinture, ou encore il y avait des échafaudages à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire que vraiment il y avait vraiment du mépris et que le personnel ne pouvait pas rester comme ça. Donc il a fallu exercer un droit de retrait. Lorsqu'ils ont exercé le droit de retrait, c'est parce qu'il y a un danger grave et imminent, ils ont alerté à travers un courrier pour bien expliquer la situation. Malheureusement, les salariés sont restés près de 20 jours en droit de retrait, mais jusqu'à maintenant sont en droit de retrait. Il a quand même été écartée, donc oui, mais maintenant. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'elle a été écartée. C'est-à-dire que le problème a été posé sur les conditions de travail. Les conditions de travail n'ont pas été respectées, c'est-à-dire le protocole sanitaire n'a toujours pas été validé. Deuxième chose, lorsque par exemple concernant les bureaux, les salariés doivent avoir une affectation, absence d'organigramme, absence de sécurité au niveau des postes de travail. Donc tout ça, ça a engendré une difficulté. Alors, pour revenir sur le dépôt de plainte, vous savez, comme l'attaque est la meilleure des défenses, donc elle a attaqué pour diffamation. Oui, mais elle a trouvé une parade pour pouvoir masquer son incompétence, et aussi elle a failli à ses missions. Donc je ne l'en veux pas à cette dame. C'est que un moment donné, lorsqu'elle va se poser pour pouvoir réfléchir et se poser des bonnes questions, à ce moment-là, donc elle pour verra vous, les 420 000 euros qui auraient disparu, enfin qui seraient détenus par le Trésor en ce moment, c'est juste une échappatoire. Mais bien sûr, parce qu'il faut savoir. Alors comment expliquer que le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics au MACT? Non, ça c'était sur 2015, sur l'ancienne présidence, c'est-à-dire M. Lurel. Là, aujourd'hui, elle a déposé plainte pour détournement de fonds publics. Là, pour moi, le problème ne se pose pas parce que, vous savez, en comptabilité publique, il faut ce qu'on appelle un titre de recette. Un titre de recette, c'est-à-dire que le comptable public, le payeur lui demande de faire un titre de recette pour récupérer cette somme. L'argent est là. Elle n'a pas fait le titre de recette. Mais non, elle n'a pas fait. Elle a volontairement pas fait, c'est-à-dire pour pouvoir tenir le conseil d'administration pour exercer un moyen de pression. Mais ça, pour moi, c'est un superlatoire. Mais ça, c'est pas le problème. Le fond en lui-même, c'est pas ça. Effectivement, il faut comprendre que le conseil d'administration a sa part de tort. Mais aussi, la directrice a sa part de tort. Je vais juste, permettez-moi de rebondir sur ce que M. Coriolan disait tout à l'heure là. C'est concernant le fonctionnement des collectivités. Alors, pour preuve, j'ai écrit au président de région le 8 février 2021 pour lui demander un certain nombre de documents administratifs, comme je le fais dans toutes les collectivités, dans toutes les communautés d'agglo, tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, il nous transmet des documents, mais des documents qui sont complètement maquillés. Lorsque vous regardez, je vous montre une fiche de paye, une fiche de paye qui est maquillée. Il n'y a même pas le nom de la personne dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le nom de cette personne au stylo. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est cette personne-là? Mais pire, c'est de voir que, heureusement qu'on a demandé la communication de ces documents qui nous ont permis de travailler dessus. Et c'est là qu'on a trouvé la supercherie. C'est-à-dire que vous avez des hauts fonctionnaires qui travaillent au niveau du conseil régional, et c'est où est-ce que je dis qu'on a un problème. C'est-à-dire que nous avons soi-disant des sachants, mais c'est eux qui détournent l'argent public. C'est de voir que Monsieur Chalus a recruté Monsieur Guédu, d'accord, et il lui a fait un contrat de droit public, d'accord, jusque-là on est OK, mais c'est de voir comment il a fait le contrat de droit public. Il l'a nommé en tant qu'administrateur. Mais il faut savoir une chose, pour être administrateur, il faut être fonctionnaire. Et en l'occurrence, lui, il n'est pas fonctionnaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont détourné de l'argent public, mais en plus qu'ils ont détourné de l'argent public, c'est-à-dire qu'il faut assouvir les besoins de ce monsieur. Et parallèlement, ce qui est le plus criant, c'est de voir qu'il est passé administrateur général. Or, je le redis encore une fois, il faut obligatoirement être fonctionnaire pour aspirer à ce grade-là. Et pour terminer, rapidement, c'est de voir que ces personnes-là qui gagnent plus de 10 000 euros par mois,
D'accord? Pendant que vous avez des catégories C qui font le travail, vous avez des catégories B qui font le travail, eh bien, ces personnes-là sont grassement payées à coup de primes, à coup d'MBI ou encore des indices qui ne correspondent pas avec le grade qu'ils doivent correspondre. Voilà encore le problème qui existe au niveau de la Guadeloupe. Et pour terminer, j'invite M. Chalus à se ressaisir très rapidement parce que prochainement, nous aurons d'autres cas à soulever. Monsieur Chalus, qui a beaucoup d'affaires en fait en cours en ce moment. D'ailleurs, j'en aurai quelques-unes à mettre sur le tapis dès la semaine prochaine si ça ne se règle pas. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau ce soir, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Bisous.